messieurs, bonjour, c'est l'heure de vous tenir informés de ce qui fait l'actualité ce mardi. Bienvenue dans cette édition du Journal Parlé dont voici les titres. Pour commencer, au centre du sujet, Malanville, candidats, surveillants et personnel d'encadrement restent mobilisés pour la suite des épreuves avec l'espoir d'un excellent taux de réussite à l'issue de cette session de juillet 2026. En ce deuxième jour de composition, une équipe de la rédaction est allée rencontrer le chef centre pour le point du déroulement de cet examen. Restez des nôtres pour en savoir davantage. Et autre volet de l'information, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était dans les collines Le Borgou du 11 au 13 juin 2026 dans le cadre d'une tournée qui a permis de renforcer le dialogue avec les acteurs du monde agricole et de réaffirmer la volonté du gouvernement d'accompagner durablement le développement des filières stratégiques du pays. Le point de la tournée est à suivre dans quelques instants. Commémoration dans ce journal parlé plus tôt, chaque 16 juillet est célébrée la journée de l'enfant africain. Pour l'édition 2026, le thème officiel retenu est garantir l'accès universel à l'eau et à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique. Ce thème rappelle que l'accès à l'eau potable est fondamental pour la santé, l'éducation et le bien-être des enfants. Dans cette même logique, nous avons réservé pour vous un élément sonore. Alors, restez à l'écoute. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants au centre de composition du CEG Malanville. Les épreuves du baccalauréat session de juillet 2026 se poursuivent dans un climat de sérénité. Au deuxième jour des compositions, une équipe de la rédaction est allée rencontrer le chef du centre pour faire le point du déroulement des examens. Dans un premier temps, il s'est réjoui du bon déroulement de l'examen et de l'absence d'incidents majeurs. On écoute Olympe Aboki. Tout se passe bien dans le centre de CEG Malanville. Nous avons commencé avec tout ce qui doit être réglé. Tout s'est bien passé jusque là. Il n'y a pas eu de point négatif à mon niveau. Les candidats sont restés. Nous avons constaté lors des installations des candidats qu'il y a eu 4 qui n'ont pas répondu. 2 femmes, 2 hommes. À part ça, tout se passe normalement. Ils sont à l'œuvre. Nous avons entamé la deuxième journée. Ceux qui sont en série littéraire A1, B, A2 sont avec la philo et ceux qui sont en C et D sont avec les mathématiques. Ce sont des matières à fort coefficient, mais tout se passe bien. Il y avait hier un candidat qui avait laissé sa carte, mais on lui a dit donc de tout faire pour nous ramener ça donc dans la soirée, ce qui a été régularisé. Non, pas eu de retard aussi. Les candidats sont en salle à temps pour la concentration. Nous les suivons aussi et nous leur donnons des conseils même à l'avance pour le comportement qu'il faut avoir pour aborder l'épreuve. Pour le compte du CEG Malanville, sur les 289 inscrits, seulement 4 absents, dont 2 femmes ont été enregistrées. Par ailleurs, le chef centre a adressé un message d'encouragement aux candidats tout en saluant l'engagement et le professionnalisme des surveillants de salle qui, depuis le début de l'examen, veillent au bon déroulement des épreuves. Écoutons Olympe Aboki, chef centre du CEG Malanville. Restez concentré sur ce qui va se passer pour recevoir l'épreuve parce que dans la précipitation, on loupe beaucoup de choses. Vous allez louper même la lecture de l'épreuve et autres là. Nous leur donnons conseil de bien lire les épreuves et d'aborder avec sérénité donc l'épreuve, de savoir que ce qu'on leur demande ne sera pas difficile et qu'ils lisent bien, ils auront donc le début de la solution donc dans l'épreuve même. C'est ne pas bien lire qui est donc le problème. Et encore, lorsqu'ils finissent d'écrire, ils n'ont qu'à relire leur copie. C'est très important pour voir est-ce que c'est l'idée que je voudrais faire afficher. C'est ça réellement que j'ai eu à écrire sur la feuille. Quand on les a mis en ordre de bataille, je pense que même ce matin, on les a félicités pour tout ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas eu de faille. Ils sont à l'œuvre, ils font bien le travail tel que cela doit se faire. On leur a recommandé de faire plus parce que rien n'est parfait, complètement parfait dans ce monde-là. Mais on cherche à toujours améliorer donc ce qu'on fait. Mais pour le moment, je n'ai pas de reproche à faire à leur endroit.
D'une information à une autre, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué une tournée de travail dans les départements des Collines et du Borgo du 11 au 13 juin 2026. Cette mission lui a permis d'échanger avec les agents des structures déconcentrées de son département ministériel, de recueillir les préoccupations des acteurs des filières de coton et d'Anarcade, mais aussi de prendre part à la célébration de la fête nationale des cotonculteurs à Parakou. Au terme de cette tournée, le ministre adresse le bilan des différentes étapes de sa mission. On écoute Aden Yeton Blokonon Goubalan. Ceci s'est focalisé sur 4 filières. Il y a le riz, bien sûr, il y a le coton, il y a l'anacate et il y a le manioc. Principalement, le message qu'on a passé, c'est que le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, le président Omer Ouadaï, s'est engagé dans une nouvelle ère de révolution de notre agriculture. Considérons l'agriculture comme une question de sécurité sociale et aussi une question de sécurité nationale. Il s'agit de tout faire pour aider nos producteurs à retrouver leur dignité. Il s'agit de tout faire pour aider le producteur pour que son temps qui passe sous le soleil à produire et à honorer la nation, il puisse gagner conséquence. Au niveau des cotons, nous avons rencontré ces acteurs qui sont les producteurs. On a apporté le message du chef de l'État concernant le coton, qui est que nous voulons très rapidement pour cette campagne de la production à 700 000. Et nous avons commis des déficits. Nous sommes venus jusqu'à 533 000 tonnes. Actuellement, pour cette campagne, le cap est mis sur les 700 000 tonnes. Et après cette campagne, la vision est claire parce que nous allons faire un cap sur les 1 million de tonnes. Donc, mon cabinet et moi, on a eu la chance de rencontrer les producteurs à la base, de discuter avec eux sur les enjeux, de les écouter aussi. Et au-delà de ça, nous avons rencontré les acteurs clés de la filière coton, notamment les interprofessions. On les a tous réunis dans une même salle. L'interprofession coton, la Fédération nationale des producteurs de coton et Sodeco aussi. Et on a eu des discussions franches sur comment on va faire le cadrage et la coordination de la campagne pour atteindre ces objectifs. Nous sommes sur la bonne voie. Les échanges avec les différents acteurs ont permis d'identifier les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Aden Yeton Blokonon Goubalan, en parle dans cet extrait. À côté de ça, toujours sur le coton, j'ai eu l'honneur de participer à la journée de l'excellence pour célébrer les meilleurs cotonculteurs, la journée du cotonculteur, où il y a des cotonculteurs qui ont reçu des pics. J'étais vraiment content. Il y en a qui ont reçu des motos, d'autres ont reçu des tristes. Il y en a aussi qui ont reçu des ordinateurs, il y en a qui ont reçu des semoirs, ainsi de suite. Donc c'est très bien de célébrer l'excellence. Ça encourage aussi les producteurs à savoir qu'on pense à eux et donne l'envie de continuer sur cette lancée-là. À part le coton, on a rencontré également les acteurs de la filière Anacate. On a discuté avec la FENAPAD et la Fédération nationale des producteurs d'Anacate. La discussion a été franche. Ils nous ont rapporté, on les a écoutés, ils nous ont rapporté les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. En même temps, profiter aussi pour rencontrer la Fédération des collecteurs et transporteurs de de Kajou. Parce que l'un des problèmes que nous avons, et c'est transversal à toute la plupart de nos filières, que ce soit le cajou, que ce soit le soja, que ce soit le riz, c'est en fait la mise à disposition de la matière première qu'est la récolte à nos usines. Actuellement, le grand défi que nous avons, c'est comment faire pour sécuriser cette matière première qu'est la récolte, qu'est le riz, qu'est le soja, qu'est la noix de cajou. C'est un grand défi pour ces filières-là. J'ai aussi eu la chance de visiter une usine de co-création que nous avons installé dans le cadre du programme par Madame ici à Bamyan. Donc cette usine a une capacité de transformation secteur du manioc en farine panifère, mais aussi en tapioca et aussi en farine. Au-delà du constat, le gouvernement entend poursuivre les réformes et les actions en faveur du développement agricole. Extrait des propos de Aden Yeton Blokonon Goubalan, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'objectif final, c'est de confier après ces usines-là à des privés. Et ils auront une part d'action, mais aussi permettre aux producteurs, aux interprofessions et aux autres acteurs de la filière d'être des actionnaires. Donc c'est un modèle que nous voulons mettre en place et nous sommes en train de travailler avec nos partenaires du FIDA, mais aussi du centre d'investissement de l'AF pour expérimenter ce modèle. Une fois que cela va marcher, ça va nous permettre un peu partout sur l'ensemble du territoire national de mailler le territoire national avec de ces petites usines qui
automatiquement créer de la main-d'œuvre locale au niveau des hameaux, au niveau des communes, aux côtés des grandes usines que nous sommes en train de déployer aussi. Donc ce ne serait pas un programme de transformation de l'agro-industrie seulement focalisé sur les grandes industries, mais ce serait un programme mixte. Les discussions sont en cours au niveau de plusieurs ministères, donc ma collègue en charge du commerce intérieur, mon collègue en charge aussi du tourisme et du commerce extérieur. Nous travaillons ensemble pour pouvoir trouver un mécanisme sécurisé, assez pacifique, pour sécuriser en fait ces matières premières-là à la disposition au profit non seulement des usines dont les capacités sont déjà installées, mais au profit de nos producteurs, nos exploitants agricoles qui, n'est-ce pas, ont besoin de quitter l'extrême pauvreté, d'accord, vers la richesse. L'agriculture, c'est un métier nouveau, voilà, plutôt que cette tournée. Et cette tournée, on va participer encore très bientôt encore auprès des producteurs à Darimama, à Pemko, un peu partout sur l'ensemble du territoire national pour leur donner l'envie, la motivation. Désormais, les objectifs sont clairs. Nous devons produire en conséquence, nous devons transformer en conséquence pour nourrir non seulement notre peuple, pour faire sortir la population rurale de l'extrême pauvreté. Mesdames et messieurs, c'est le moment de prendre une petite pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Ainsi s'installe la deuxième partie de cette randonnée informative. L'enfant africain retient les attentions ce mardi 16 juin. L'on célèbre en effet aujourd'hui, comme tous les 16 juin depuis 1991, la journée de l'enfant africain. Instaurée dès lors par l'Organisation de l'Unité africaine devenue aujourd'hui Union africaine, cette date commémore le massacre de Soweto en 1976 où des centaines d'écoliers noirs ont été tués. L'objectif principal de cette journée est de promouvoir les droits des enfants africains. Si l'édition de 2026 se penche sur l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique, la rédaction de Sota FM fait l'option de s'intéresser plutôt à l'enfance à Malanville, notamment le phénomène d'enfants talibés. Cette pratique au cœur de la polémique se trouve à la croisée des défis sécuritaires. Révélation de Lukman Worouteou à travers cet extrait de son grand reportage réalisé à cet effet. Suivez. C'est devenu presque une tradition à Malanville, une ville béninoise située à plus de 700 km de Cotonou, la capitale économique. Dans cette ville frontalière au nord du Bénin, avec ses plus de 163 000 habitants, à forte majorité musulmans, ces bouts de phrases prononcés en langue locale sont régulièrement entendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui aime Dieu, il n'a qu'à faire le Sahara pour trouver ça au bonheur. Sarah, c'est l'aumône, n'est-ce pas? Oui. Devant les portes et portails, dans les ruelles, les places publiques, les gares routières, les gargotes, ces enfants et adolescents de la tranche de 5 à 17 ans, voire plus, des bols en main, ils arpentent les coins et recoins à la recherche de la pitance quotidienne. Non, on cherche de la nourriture pour amener aux grands là. Les grands qui sont là, qui ne se promènent pas. Il y a des grands parmi vous et ils ne se promènent pas. Oui. Est-ce qu'il arrive que vous ne trouvez pas de la nourriture? Oui, il arrive. Il arrive qu'on ne trouve pas de la nourriture. Placés sous la responsabilité des leaders religieux, ils vivent de l'aumône et de la charité. Ils peuvent également être loués à des particuliers pour des activités champêtres, comme le témoigne Mohamedou Mounirou Adam, maître formateur d'enfants talibés à Malanville, avec ses plus de 40 ans d'expérience. Je m'appelle Adam Mohamed Mounir. Je suis Alpha Malanville. Les talibés viennent des régions de Hausa, vers le Nigeria. Entre autres, on peut parler de Dole-Keina, Gillaro, à l'est de Dole-Keina. Les talibés sont nombreux. Et pour les nourrir, ils vont travailler dans les champs. Et ce qu'ils trouvent, ils achètent du maïs. On transforme en farine pour les nourrir. Ils sont nombreux. Je ne peux pas tout seul les satisfaire. La plupart des temps, ils vont aussi en ville pour mendier et trouver la nourriture. Ce sont des enfants talibés dont la première mission est l'apprentissage du Saint-Coran auprès des leaders religieux au niveau local.
Pour se nourrir, se vêtir et même se soigner, presque un luxe, ils sont contraints de mendier à longueur de journée. Une pratique qui suscite des préoccupations alarmantes au sein de la communauté à Malanville. Ça n'a rien à voir avec la religion. Si les alphas ne s'occupent pas de leur santé, puisque les alphas même en bénéficient des enfants. Quand les enfants vont commander et qu'ils reviennent, les alphas en bénéficient. Ces enfants, dans les rues, ils ne sont pas protégés, même leur santé n'est pas bien assurée. Tu le vois dans la rue traîner. Faustin Tibichkoli est le directeur départemental du travail de la fonction publique de la Liborie. Le travail des enfants constitue en réalité une préoccupation majeure pour le gouvernement du Bénin. Aujourd'hui, vous remarquez avec moi qu'il y a tellement d'enfants talibés qui inondent les rues. Ça ne donne pas une bonne image pour notre pays. Le phénomène constitue une véritable entorse à la lutte contre l'insécurité au plan local, selon le commissaire de police Richard Kofizeni. Les vols, les cambriolages, et aujourd'hui on constate même qui sont la proie facile à un recrutement, des vrais délinquants, qui aujourd'hui, pour se couvrir, préfèrent plutôt aller chercher dans ce milieu où les enfants sont dans le besoin, pour les lancer sur le terrain, pour aller commettre ces actes. Et encore plus grave, ce qu'on craint, c'est qu'ils tombent dans l'escarcelle des grands délinquants, voire des terroristes. Le mot est ainsi lâché. Le recrutement au profit des groupes terroristes. C'est pourquoi Ismaël Bouhari, spécialiste en paix et sécurité prévention des conflits violents, propose. Les autorités béninoises doivent chercher à améliorer la situation des enfants talibés qui sont actuellement avec les maîtres. Donc d'abord, intégrer les écoles coraniques dans le système éducatif béninois. Prendre soin de ceux qui sont déjà sur le territoire. Inscrire ceux qui sont en âge d'apprendre un métier dans les ateliers de formation pour apprendre un métier. Le phénomène d'enfants talibés est tabou. Aborder le sujet publiquement revient à susciter des inquiétudes au sein de la communauté. Les dirigeants, eux, semblent ne pas encore trouver une réponse appropriée à la pratique que beaucoup désignent de terreau fertile au recrutement de groupes terroristes. La lutte contre l'avancée du terrorisme ne devrait occulter l'encadrement du phénomène qui repose sur la violation des droits de l'enfant. Merci à vous, Lukman Woucho, pour ce beau compte rendu. Bruno Gakli, vous êtes déjà installé confortablement. Bonjour. Bonjour, Doka Sorisha. Bonjour aux amis du courant. L'actualité sportive, c'est avec vous. On se retrouve derrière cette transition. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Retour en studio football dans cette édition avec vous Bruno Gakli et nous parlons de la Coupe du Monde 2026. Quel rêve pour les pays africains? La Coupe du Monde 2026 a déjà livré ses premiers enseignements après plusieurs rencontres disputées depuis le 11 juin. Les grandes nations du football mondial sont au rendez-vous, mais plusieurs surprises marquent déjà cette phase de groupe. L'Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert, 0 but partout, tandis que le Maroc a accumulé a brisé le Brésil sur un score d'1 but partout. L'Égypte a également obtenu un seul promoteur face à la Belgique, 1 but partout. Globalement, les favoris affichent des performances contractées. L'Allemagne a impressionné en corrigeant la Corasse, 7 buts à 1. Alors que le Brésil, l'Espagne et la Belgique ont monté certaines limites lors de leur début. Du côté africain, les signaux sont encourageants. Il faut préciser que le Maroc confirme son statut en place forte de football africain. Après son parcours historique de 2022, le Cap-Vert réalise une entrée remarquable pour sa première participation, tandis que l'Égypte démontre sa capacité de rivaliser avec les grandes équipes européennes. La Côte d'Ivoire a également bien lancé sa campagne en s'imposant face à l'Équateur. À ce stade de la compétition, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Cap-Vert apparaissent comme des sélections africaines les mieux placées pour atteindre le second tour. Toutefois, le Sénégal, l'Algérie, le Ghana et la République démocratique du Congo n'ont pas encore dit leur dernier mot. L'Afrique du Sud
Sinon, l'Afrique nourrit donc, j'allais dire, de réelles ambitions dans ce mondial 2026 avec l'espoir de voir au moins une sélection atteindre les quarts de finale, voire davantage dans cette compétition. Et dans le rang des supporters fans du Curon sur place ici à Malanville, des analyses se croisent. Je vous invite à suivre ici pour plus de détails. Boris Denon, Amani Yao, coach des vétérans sur place ici à Malanville, et Fabrice Balogun au sujet de cette compétition. J'ai eu la chance de suivre au moins 3 matchs de 3 différents pays africains, à savoir le Maroc contre le Brésil, la Côte d'Ivoire contre l'Équateur et le Cap-Vert contre l'Espagne. Sincèrement, ces 3 pays m'ont épaté. On peut compter sur eux. Actuellement, le football africain est à un niveau donné où on peut espérer remporter la Coupe du Monde. Quelle que soit la mafia des Européens, on peut espérer. Il a fallu l'expertise de Vinicius pour pouvoir égaliser face au Maroc. Ils nous ont fini 1-1. C'est le Maroc qui a ouvert le score. Et la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0 à la 89e minute. Ce but a été marqué par Amad Diallo, l'attaquant de Man United. Et le Cap-Vert a joué un beau football, sincèrement. Le Cap-Vert a empêché l'Espagne, pour ne pas dire le Barça. Parce que la majorité des joueurs de l'Espagne sont des joueurs du Barcelone. Sincèrement, ces 3 pays-là ont joué. Et je crois que le Sénégal va nous sortir un grand jeu aussi. La France aura des fil à retordre. Et je compte sur le Sénégal. Les 10 équipes africaines qui sont qualifiées pour cette Coupe du Monde-là, quelque chose va se passer. Et on risque même d'aller loin. Et si jamais on accède à la demi-finale, je crois que nous allons remporter pour toute la première fois la Coupe du Monde ici en Afrique. D'abord, vous vous imaginez que le Maroc fasse un match nul contre le Brésil. Donc, les équipes africaines feront vraiment de merveilles. Alors, moi, le match que j'attends beaucoup plus, c'est le match Sénégal-France. Et je suis sûr que quelque chose va se passer. Pour un grand favori, quand nous faisons des pronostics par rapport à ce match Sénégal-France, d'abord, sur papier, nous voyons que la France est favorite. Parce que la France regorge vraiment de très, très grands joueurs cette année qui ont de bonnes potentialités. Mais les réalités du terrain. Le Sénégal aussi n'est pas une équipe à minimiser. Le Sénégal, moi je compte beaucoup plus le Sénégal parce que c'est une équipe africaine qui joue à 11, bien disciplinée et qui gagne à 11. Alors c'est là que la différence va se passer sur le terrain. La France, ils font des jeux individuels. Mais par rapport au Sénégal, le Sénégal fait un football collectif. Mon analyse par rapport au mondial actuel, quand on prend la Côte d'Ivoire qui a pu gagner son premier match déjà, je pense que c'est une équipe également qui s'est bien préparée en conséquence, qui a prouvé vraiment que en matière de football, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, pas sous-estimer une équipe. Aujourd'hui, il y a le choc tant attendu depuis 2002 que la France et le Sénégal se sont déjà rencontrés aujourd'hui et aujourd'hui ils vont se rencontrer ce soir et nous comptons vraiment sur l'équipe du Sénégal. Nous savons que c'est une équipe qui a prouvé son talent lors de la CAN dernière et qui a remporté la CAN face au Maroc. Et nous pensons que par rapport à ce mondial, le Sénégal va encore prouver par son dynamisme, le dynamisme également du Sadio Mané, qui va vraiment moraliser, conscientiser cette équipe pour qu'ils puissent bien jouer afin de ne pas sous-estimer une équipe. Et l'équipe de la France est une grande équipe, ça serait vraiment un choc. Et bien voilà, Dorcas Richard, c'est ce qu'on peut glaner comme actualité sportive sur la radio Sota FM. À vous. Merci à vous, Bruno Gakli. À très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de faire place à la revue de presse de Lukman Orutio. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Présidence du Parti Les Démocrates, Éric Koundété relance la bataille juridique. L'information est rapportée ce mardi par des journaux. Fraternité, le matinal, la boussole et Matin Libre renseignent que la crise de leadership au sein du parti d'opposition béninois, les démocrates, connaît un nouvel épisode. Par ce que indique le matinal, le contentieux est déféré en appel. En effet, explique Fraternité, Éric Koundété a décidé de faire appel du jugement rendu le 29 avril 2026 par le tribunal de première instance de Cotonou, lequel avait confirmé Noureino Achadé à la tête de la formation politique. Selon les informations du journal, l'affaire sera examinée par la Cour d'appel le 18 juin prochain. Cette nouvelle procédure remet sur la table un différend interne qui oppose depuis plusieurs mois les deux camps autour de la direction du principal parti d'opposition. Note le quotidien qui rappelle que le tribunal avait rejeté l'ensemble des demandes formulées par le camp Koundété et avait validé la désignation de Noureino Achadé lors du Conseil national ordinaire du 22 mars 2026. Alors, indique la boussole, après le verdict du tribunal de Cotonou, le camp Koundété contre-attaque en appel.
Mais il est temps d'arrêter la saignée, siffle en titre Matin Libre. On croyait ranger le dossier contestation de la présidence du Parti Les Démocrates, mais se surprend le journal, c'est sans compter avec le camp Éric Koundété. L'information arrive comme un cheveu sous la soupe, car, s'explique mon confrère, on pensait révolu cette guéguerre après que Éric Koundété a récemment battu campagne pour Romiad Ouadani. Même l'aile restée dure, celle de Noureno Achadé, a récemment publié un communiqué de soutien aux actions du président Romiad Ouadani dans sa tentative de dégel de la crise Bénin-Niger. Au moment où les Béninois sont concentrés sur les premières actions du chef de l'État, la chamaillerie politique au sein du Parti Les Démocrates refait surface et détourne le regard des Béninois de l'essentiel. S'agace Matin Libre qui s'écrit qu'avec ce qui s'est passé avant les élections, les défections importantes qu'a connu le parti, une bataille judiciaire qui s'enlise, la dernière chose que les militants ont besoin. Le peuple en a marre des scénarios qui s'enchaînent au sein de la seule formation politique de l'opposition, rejette le quotidien. Sans commentaire dans la suite, les candidats à l'examen du baccalauréat sont à leur deuxième jour de composition ce mardi. Les journaux dans leur ensemble rapportent le lancement des épreuves hier sur toute l'étendue du territoire béninoise. Si la boussole retient le lancement du pari de la réussite pour les 77 000 candidats, Matin Libre, tout comme le matinal, fait une escale dans le Borgou et souligne que le préfet Abdou Chakou Assouma a donné le top du baccalauréat hier au collège d'enseignement général Zongo de Parakou. Et au lancement des épreuves au plan national, le Chasseur Info rapporte que les ministres Fagla et Kouchadé dopent le moral des candidats. Le même journal, c'est-à-dire le Chasseur Info, ainsi dans le reste, informe que pour les examens nationaux de licence et de master, des candidats composent les épreuves pratiques de la session de remplacement du 22 au 23 juin prochain. En attendant, fait divers dans les dernières secondes, le matinal nous conduit à Abomey-Calavi. Là-bas, informe le journal, un couple est tombé dans un WC. Vendredi 12 juin dernier, précise la publication, un couple a été repêché d'un WC à Abomey-Calavi après une chute. Selon l'investigateur repris par le matinal, le drame s'est produit à Gbetabo dans l'arrondissement d'Akasato. La femme s'est hissée sur une dalle recouvrant une fosse de toilette proche d'un citronnier pendant qu'elle essayait de cueillir des fruits. La dalle a cédé et elle est tombée dans la fosse. Observant la scène, relate mon confrère, son mari a aussitôt tenté de la secourir. Malheureusement, il a également chuté dans la fosse. Informés, les riverains se sont mobilisés pour extraire le couple du WC avant l'arrivée des services de secours sur les lieux, rapporte le Canard qui en publie d'autres détails. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici, dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir pour cette édition du Journal Parlé. Merci de votre aimable attention. Donc, à Sorecha, je suis à la présentation, mise en onde à Aboubakar Doko à l'édition, à Minou Dosso. Excellente suite de journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la